Bonjour tout le monde. Alors, je suis Tristan Muller, je suis le président de la Fédération des milieux documentaires et j'ai un petit mot d'ouverture. Donc, je vous souhaite un bienvenue à la 7e édition du Congrès des professionnels de l'information. On est très heureux d'être enfin réunis au Centre Mont-Royal pour échanger, se former, réseauter, et ça, c'est pour les 3 prochains jours. Ça fait vraiment plaisir de vous voir si nombreux ce matin. Je vais vous rappeler aussi que le Centre Mont-Royal et la Fédération des milieux documentaires sont des institutions accueillantes, inclusives et alliées des premiers peuples et reconnaissent qu'elles sont situées sur un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange entre plusieurs peuples autochtones. Cette année, on vous propose un congrès riche et varié sous le thème « Agir ensemble vers de meilleurs services ». Une thématique qui est inspirante et qui sera déclinée en plus de 50 conférences et ateliers. Je tiens à remercier les commanditaires de cette 7e édition du CPI. Tout d'abord, BANQ, qui est partenaire présentateur art, OCLC, partenaire argent, Solutions N-Libro et Services documentaires multimédia, SDM, qui sont partenaires bronze. Donc, merci beaucoup pour votre confiance. C'est aujourd'hui à 11h30 que s'ouvre le Salon des exposants. Comme vous êtes très nombreux aujourd'hui, donc on a demandé aux exposants d'ouvrir leur kiosque une journée plus tôt, donc à partir de 11h30. Il y a une nouveauté cette année. On appelle ça le parcours des exposants. Donc, vous trouverez dans votre cocarde, oui, c'est ça, derrière, vous avez une cocarde avec une carte avec les logos des exposants qui sont présents cette année. Donc, quand vous allez passer à leur kiosque, ils vont pouvoir apposer leurs initiales sur leur logo. Et les participantes qui auront fait initialiser tous les logos de la carte courront la chance de remporter un prix offert par OCLC, une tablette Amazon Fire 7. Vous pouvez aussi, ce samedi, il y a une série de visites de bibliothèques à Montréal. Donc, vous pouvez vous inscrire, les feuilles d'inscription sont à l'accueil, les places sont limitées. Alors, ce midi, un dîner sera servi dans la salle Cartier 1, qui est juste à côté, je pense que c'est juste là, oui. Des tables seront à votre disposition pour manger et réseauter. Alors, merci pour notre partenaire Bibliofiche, qui s'associe aux dîners qui sont offerts lors du CPI. Aujourd'hui, il y a plusieurs événements à ne pas manquer. Tout d'abord, il y a l'atelier présenté par N-Libro à 14h dans le salon OCLC. Le colloque de la section TechDoc de 10h30 à 14h dans le salon OCLC aussi. Le colloque de la section TDN de 14h30 à 17h, toujours dans le salon OCLC. Et sur l'heure du dîner, la section TechDoc vous invite tous les professionnels de l'information à une causerie qui va se dérouler de 12h25 à 13h25, toujours dans la salle OCLC. Et on va aborder différents sujets, le recrutement, la formation et la reconnaissance dans vos milieux de travail. Donc tout le monde est invité, techniciens, bibliothécaires, archivistes, étudiants et gestionnaires. Vous êtes invités à venir échanger sur ces sujets. Il y a deux conférences cet après-midi qui seront finalement offertes en virtuel parce qu'on a 2 conférenciers qui n'ont pas pu venir ici au Canada. Donc, la première conférence, c'est à 14h30. C'est la conférence de Shahrazad Ramé qui est au Liban. Et il y a aussi la même chose pour la conférence à 15h30 de Fabrice Papier. Aussi, ce soir, ne pas manquer le 5 à 7 retrouvailles qui se tiendra dans le foyer, donc le salon des exposants. Donc, encore dans votre cocarde, vous allez avoir un coupon rouge et celui-ci vous donne droit à une consommation.
Et c'est une soirée colorée qui vous attend en compagnie de Barbada. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais ça va être très intéressant parce qu'elle nous fera l'heure du conte pour adultes. Je remercie également les différents comités qui ont permis de nous offrir le congrès de cette année. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées pour ce congrès. Donc, il y a le comité scientifique, le comité de programme, le comité social, le comité d'organisation, le comité BES, le comité CBBQ, les comités des sections TDM et TechDoc. Donc, c'est quand même beaucoup de monde qui se sont réunis pour ce congrès en place. Merci également aux employés de la FMD, aux bénévoles et aux animateurs. Enfin, un grand merci aux conférenciers, conférencières qui ont décidé de partager leurs connaissances. Donc, je vous souhaite bon congrès. Et là, il y a un petit mot de Marie-Grégoire qui est en Zoom quelque part. Ah, merci beaucoup, merci infiniment. J'aurais tellement... C'est un pays tellement important. C'est le premier où tout le monde va pouvoir échanger, fraterniser, profiter de l'intangible. Alors, mais il y avait une chose, en fait, qui faisait que je ne pouvais pas être avec vous, c'est de célébrer un à l'étranger. Et c'est ce qui fait que je ne peux pas être avec vous aujourd'hui. Mais vous savez à quel point c'est important pour moi, une société apprenante. Puis ça commence bien évidemment en célébrant ces gens qui vont jusqu'au bout de leur rêve et qui apprennent toute la vie. Alors, je veux aussi souligner avec ce thème à Génération on se lance un appel à la solidarité, à la collaboration. Le programme je salue d'ailleurs tous ceux et celles qui ont choisi de faire une présentation, de partager leur savoir, et j'ai une pensée particulière évidemment pour tous ceux et celles de BALQ qui vont être dans les ateliers avec vous. Alors bravo à tout le monde, je me réjouis de toute l'attention aussi que vous allez porter au public, parce que c'est pour eux qu'on fait ça, c'est pour qu'on puisse décider le savoir et accompagner les apprenants à vie. Alors, bon échange, Eh bien, je me nomme, je me suis Maureen Clapperton. Il y a plusieurs d'entre vous qui me connaissent. Je suis directrice générale de la Bibliothèque nationale et je prends la suite du mot de Marie qu'on a entendu à peine. La technologie, c'est beau, mais ça évolue pas si vite qu'on voudrait bien que ça soit. Donc, chers collègues, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous dire à quel point ça me fait du bien de vous retrouver sur place après 2 ans en visioconférence. C'est un immense plaisir d'être avec vous au centre-ville et vous dire quelques mots à l'ouverture de ce congrès. À la lecture du programme, on constate que les conférences sont orientées sur le partage de nos expertises, sont essentiellement tournées vers les gens. Et c'est ça qui est important. C'est ce qui me touche particulièrement, c'est le souci de ne laisser personne de côté. C'est le caractère inclusif de nombreuses communications. Nous voulons tous élargir notre vision afin que nos publics soient servis le mieux possible. Nous voulons contribuer davantage à l'épanouissement des citoyens, à leur enrichissement, afin qu'à leur tour, ils influencent de façon positive la société québécoise. Et ça se voit dans la programmation. D'ailleurs, félicitations au comité organisateur pour cette programmation. Je pense par exemple à la communication sur l'accessibilité numérique dans le milieu des bibliothèques publiques au Québec. Plusieurs partenaires se sont concertés pour mener une étude sur l'élaboration de services afin d'augmenter la participation des personnes en situation de handicap. Je pense aussi aux initiatives ciblées pour les personnes peu alphabétisées, afin de les encourager à fréquenter leur bibliothèque publique, sachant pertinemment qu'au Québec, on a encore du travail à faire en ce sens. Puis, il y a les micro-bibliothèques qui ont été mises sur pied dans les résidences pour personnes âgées au cours de la pandémie pour briser leur isolement. Enfin, je me suis aussi arrêtée sur les conférences du bloc Santé et Information qui vont avoir lieu jeudi après-midi. Il s'agit là d'un bel exemple de collaboration entre plusieurs groupes de la société.
Il y avait des gestionnaires, des bibliothécaires, des chercheurs des domaines de la santé. Pour fédérer des données, de tels partenariats nous incitent à innover, à sortir de nos cadres respectifs pour aller plus loin ensemble. Nous disons au sein du BANQ, et ce sera un thème de notre prochaine planification stratégique, que nous voulons nous tourner vers des partenaires improbables. Toutes ces activités et ces initiatives pour colliger des données sont des éléments qui nous aident à améliorer la condition des Québécois de tous les âges. C'est pour cette raison que les milieux documentaires s'inscrivent activement dans le cycle de l'apprentissage tout au long de la vie. Dans cette optique, nous sommes tous des acteurs de premier plan de la société apprenante. Marie en a parlé un peu dans son mot d'introduction, on l'a tout entendu, mais c'est un thème qui nous est très cher. Une société apprenante, c'est une société qui valorise les apprentissages de toutes sortes à chaque moment de la vie, chez les tout-petits comme chez les adultes, et qui se donne des moyens pour améliorer et favoriser les façons d'apprendre. À chaque étape, il faut savoir cultiver la curiosité, la connaissance et le savoir. Une société qui a dans son coffre à outils ses valeurs, est en bonne santé et elle prospère. Une telle société aide chacun et chacune à s'épanouir et à s'adapter aux changements. Vous êtes d'ailleurs tous invités à une réflexion lors d'un atelier sur la société apprenante qui sera donné par mon collègue Mathieu vendredi après-midi. Il s'agira d'un moment interactif entre les participants pour discuter ensemble des rôles que peuvent jouer les milieux documentaires dans le développement d'une société apprenante et aussi réfléchir sur le rôle social de nos professions. Je vous y invite fortement. En terminant, permettez-moi de souligner 3 communications présentées par BANQ que je qualifierais, avec un petit peu d'intérêt, comme innovantes et qui nous permettent, comme institution nationale, de mieux servir nos publics. Le jeudi 3 novembre, vous pourrez en apprendre davantage sur la collaboration des Archives nationales avec les ministères et organismes québécois pour développer une expertise en gestion de l'information gouvernementale. Aujourd'hui, cet après-midi, on présente le nouvel espace musical de la Grande Bibliothèque qui s'appelle le Pavillon, où tous peuvent faire des recherches sur des auteurs québécois, emprunter des partitions, écouter de la musique, mais aussi essayer des instruments de musique en libre service. Ce pavillon a été inauguré pendant la pandémie, donc ce sera un moment de pouvoir y aller. Ensuite, vendredi, le 4 novembre, là, je vous invite personnellement à notre présentation sur les services de la Bibliothèque nationale, des services qui gagnent à être mieux connus. Dans notre présentation, on va s'intéresser surtout sur le côté identitaire de nos collections que nous mettrons de l'avant. Et ces collections, comme vous le savez, elles sont uniques. Elles sont offertes sur 2 sites, à la Grande Bibliothèque et sur la rue Haute, à Rosemont-la-Petite-Patrie. Une partie est également numérisée et accessible dans BANQ numérique. Et bien sûr, comme vous le savez, cette année, grâce au dépôt légal du numérique que nous avons enfin eu après 15 années, qui est maintenant officiel, qui est entré en vigueur cet été, nos collections numériques vont désormais s'enrichir à vitesse grand V. Et c'est tout un défi informatique, vous pouvez vous l'imaginer. Je vous remercie donc pour votre accueil et je vous souhaite les plus belles rencontres ainsi que de bonnes découvertes. Bon congrès à tous. Alors bonjour à tous et à toutes, Madame la sénatrice, Monsieur le Président, chers participants, chères participantes, distingués invités. Alors c'est un plaisir de vous retrouver ici en présentiel pour cette édition 2022 du Congrès des professionnels de l'information. Je m'appelle Marie Desmartel, je suis professeure à l'EPSI. Et je voudrais souhaiter la bienvenue de manière toute spéciale à notre invitée d'honneur, la sénatrice d'Ille-et-Vilaine en Bretagne, Mme Sylvie Robert. Parmi ses fonctions, Mme la sénatrice est vice-présidente de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication, qui recouvre aussi la francophonie. Elle est membre de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Elle est également membre du groupe socialiste, écologiste et républicain. Et je mentionnerai enfin, parmi ses nombreuses autres compétences, qu'elle est membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Alors, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt
son engagement si productif en matière de bibliothèque, notamment le rapport en 2015 sur l'adaptation et l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques publiques. Et puis ensuite, nous avons eu vent de son travail en faveur de l'augmentation du budget consacré aux bibliothèques dans le cadre du projet de loi de finances en 2018, un travail qui a porté fruit au-delà des attentes. Alors nous saluons maintenant sa présence ici pour son engagement exceptionnel et couronné de succès en faveur d'une loi cadre sur les bibliothèques promulguée le 21 décembre 2021 et dont elle va nous présenter la genèse et les mesures ainsi que les objectifs qui sont poursuivis par ce dispositif dont la France s'est dotée pour garantir les droits et libertés des usagers, des usagères et des bibliothécaires et qui est appelé à renforcer le développement de la lecture publique. Alors cet accomplissement qu'elle vient partager avec nous est naturellement susceptible de nous inspirer, et pas seulement de l'envie, mais aussi, surtout, un horizon d'espoir, puisque, à bien des égards, la situation au Québec présentait avant cette consécration législative des ressemblances certaines avec la France. En effet, les bibliothèques québécoises sont orphelines d'une loi et seules quelques dispositions éparses, sans contenu, sans conséquence sur leur capacité et leur impact, sont inscrits dans la loi sur le ministère de la Culture et des Communications et quelques autres articles ici et là. Oui. Rappelons aussi qu'au sein du Canada, le Québec demeure la seule province dans cette situation. Alors, on l'a vu récemment lors de la publication du Portrait national 2022 des bibliothèques publiques québécoises, que les bibliothèques sont un bienfait là où les municipalités le veulent bien, avec ce que la volonté politique locale peut parfois comporter d'arbitraire. Alors, dans ces conditions, les bibliothèques, appareils d'une démocratie vivante, participent, bien malgré elles, et plus souvent qu'autrement, des inégalités entre les citoyens et les citoyennes en matière d'accès à l'information, à la culture, au savoir, lorsque on est en l'absence d'une loi pour les atténuer à l'échelle nationale. Donc, c'est avec le plus grand intérêt qui soit que nous vous écouterons aujourd'hui nous parler de la manière dont la France a consacré par la loi et en la définissant la bibliothèque du 21e siècle et sa finalité en matière de développement et de structuration de la lecture publique au sein des territoires. Alors, je rappelle qu'au terme de cette allocution, la salle pourra poser des questions. Alors, Madame la sénatrice, encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je vous cède la parole. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, ça regroupe tout le monde, chers congressistes, je dirais même chers amis, je suis très honorée de participer et d'ouvrir votre congrès. Un congrès singulier, vous l'avez dit, après 2 années de pandémie qui vous ont empêché d'échanger et de partager en présentiel. Et donc je suis vraiment très heureuse de prendre part à ce congrès de retrouvailles au milieu de professionnels que j'ai déjà rencontrés, pour certaines très investis, pointus, décidés à faire avancer la cause des bibliothèques et de l'information. J'ai d'ores et déjà pu sentir l'esprit de camaraderie qui vous anime, ainsi que votre engagement farouche en faveur des services aux populations. À ce moment de mon propos, je vais remercier tout particulièrement Régin Savard, parce qu'il m'a très gentiment accueilli. Il m'a accompagnée pendant ces 2 derniers jours dans des rencontres, dans des visites de bibliothèques, et je peux vous dire que ça m'a beaucoup inspirée, et je repars en tout cas avec beaucoup d'idées, même peut-être de faire évoluer dans la loi, ou en tout cas sur le plan législatif. Alors votre thématique, agir ensemble vers de meilleurs services. C'est une problématique extrêmement contemporaine, mais qui soulève beaucoup de questions. Je ne dirais pas des difficultés, mais des questions. La bibliothèque est au cœur de la vie des gens. J'aimerais commencer mon propos par cette citation que j'ai trouvée fort juste et limpide par sa concision et sa simplicité. Je suis sûre que vous savez de quel ouvrage elle est extraite.
il ne vous est pas si étranger, je crois même qu'il vous est familier. Ça s'appelle les lignes directrices pour les bibliothèques publiques du Québec, qui date de 2019. Autant vous préciser que j'ai déjà été très impressionnée par la qualité et l'exhaustivité de ce document. C'est vrai, la bibliothèque est au cœur de la vie des gens. Et cette année, le thème de votre congrès résonne particulièrement avec cette phrase, puisqu'il s'agit d'agir ensemble vers de meilleurs services. Je dirais même pour les gens. Alors, dans mon mot de bienvenue, je vous disais à quel point cette réflexion était très contemporaine, politique, prégnante, en tout cas en Europe et singulièrement en France. Elle dépasse d'ailleurs la seule problématique de la lecture publique. Elle se pose même avec une acuité presque exacerbée dans toutes les politiques publiques. Je pense à la santé, je pense à l'éducation, je pense même à la justice. La question des meilleurs services pour les habitants. Alors pour la conduire, j'ai finalement dessiné une grille de lecture à plusieurs entrées. D'abord celle de l'égalité d'accès aux services publics. Et en miroir, celle des inégalités qui demeurent. Elles peuvent être multiples, ces inégalités. Sociales, territoriales, culturelles, informationnelles. N'en déplaise à certains, l'analyse en capital de Bourdieu est toujours d'une actualité redoutable. Celle de l'efficacité de l'action publique, qui impose de penser son cadre et ses modalités, ce qui revient à s'interroger sur une pluralité de facteurs. Quelle coopération? Le fameux agir ensemble. C'est quoi? C'est de la coordination, de la mutualisation, de la fusion. Sur quelle échelle territoriale? Vous savez, je suis très attachée à la question territoriale et au fait de prendre en considération les singularités. Alors c'est vrai que je suis bretonne. Donc c'est à travers ce prisme breton, je l'avoue, que je suis un peu québécoise en France, en fait. Mais que je ne cesse de dire à mes collègues la question de la décentralisation, de la différenciation, la singularité des territoires. Voilà comment on doit adapter aussi les services publics à l'échelle des territoires. Alors, efficacité de l'action publique et finalité aussi de l'action publique. Elle est devenue sensible, à mon sens, en tout cas en France, ce qui conduit à définir les meilleurs services que vous avez évoqués dans la thématique. Depuis l'après-guerre, il existait un relatif consensus sur les objectifs poursuivis par l'État dans les sociétés occidentales. Plus de liberté, plus d'égalité, une forme de solidarité assumée à l'époque, en tout cas par l'État-providence. Nous assistons aujourd'hui à une remise en cause puissante, pour ne pas dire explosive, de notre socle commun de principes, au fondement même de l'intervention publique. Alors je ne vais pas épiloguer sur cette question, mais je voudrais vous dire que ce que les philosophes allemands ont conceptualisé sur le thème Zeitgeist, l'ère du temps. Finalement, cette ère du temps de notre époque, en tout cas en Europe, peut-être que l'ère est meilleure au Québec, je ne sais pas, deviennent un sujet très important, dans une société de plus en plus complexe, dans un contexte de plus en plus anxiogène, dans un monde de représentation qui parfois déstabilise les uns et les autres. Alors, parce que je suis optimiste, je suis bretonne, n'oubliez pas, cette ère du temps va être une source d'inspiration et doit être une source d'inspiration, une motivation supplémentaire pour préserver, en tout cas moi je le pense sincèrement, nos acquis sociaux, politiques, économiques, culturels, qui ont été durement obtenus, mais qui, je pense, doivent évoluer, s'adapter, et en tout cas influencer et, je dirais même, intégrer les politiques publiques, les nouvelles politiques publiques du XXIe siècle. Alors agir ensemble vers de meilleurs services, c'est vraiment une belle thématique. Alors oui, vous l'avez dit, j'ai commencé mon aventure, mon histoire des bibliothèques, d'abord en tant qu'élu local, parce que j'ai été longtemps élu local. La question des bibliothèques, forcément dans une ville comme Rennes, capitale de la Bretagne, eh bien, était importante. Et puis, en 2015, la ministre de la Culture, Fleur Pellerin à l'époque, je vous raconte une petite anecdote, c'était, je l'ai raconté à un certain, c'était pendant la loi Macron sur l'ouverture des commerces le dimanche. Emmanuel Macron était à l'époque ministre du budget et il y avait un grand texte qui effectivement, en tout cas, posait les fondements de l'ouverture des commerces le dimanche. Et moi, je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis intervenue dans l'hémicycle pour dire « Moi, je préfère que les gens aillent dans une bibliothèque le dimanche que dans les commerces ». Le problème en France,
à la différence de chez vous, c'est que les bibliothèques ne sont pas très ouvertes le dimanche. 2 mois après, j'avais le rapport. Donc voilà, c'est comme ça. Donc la ministre Pellerin me demande de me confier un rapport parlementaire, vous savez, ça dure 6 mois, pour adapter et étendre les horaires d'ouverture des bibliothèques territoriales. La question des horaires d'ouverture n'est-elle pas l'équation première à résoudre pour assurer un service public de qualité aux habitants? N'est-elle pas celle qui détermine avant toute considération le degré d'accessibilité à n'importe quel service public? Alors c'est vrai que ici, et c'est pour ça que je suis un peu, ce qui n'est pas le cas en France, je comprends que ce n'est pas un sujet ici l'ouverture du dimanche. Mais la question des temporalités, la question du temps d'ouverture des services publics à la population, une population qui, je l'ai dit tout à l'heure, dans un contexte plus mondialisé, plus complexe, des mobilités qui forcément évoluent. Aujourd'hui, on ne vit plus, en tout cas en France, là où on consomme, là où on travaille, c'est-à-dire que les gens circulent. Et aujourd'hui, alors on parle souvent de tiers-lieux, vous savez, cette bibliothèque au milieu. Moi, j'ai même, à la fin de mon rapport, pour celles et ceux qui l'ont lu, j'ai même parlé de 4e lieu, parce que je pense que c'est beaucoup plus complexe. Et la question des temporalités des villes, les temporalités des territoires, c'est vraiment extrêmement important, parce que je pense que le temps est le facteur d'exclusion le plus important aujourd'hui dans nos sociétés. Et donc, c'était très intéressant pour moi de travailler sur ce sujet. D'ailleurs, pas seulement sur les bibliothèques, mais j'ai même été au-delà, sur les services publics, et pas en me fondant seulement sur la question du dimanche, qui est un sujet en France, un sujet compliqué, voire même parfois un peu polémique, je dirais même beaucoup polémique, et je me suis dit, je vais étendre la réflexion pour finalement réfléchir à ouvrir plus et ouvrir mieux. C'est ça, en fait, l'adaptation des services publics. Alors, je sais que chez vous, il y a 40% des horaires d'ouverture qui sont offerts en dehors des horaires de travail habituels. Mais en France, vraiment, la situation est plus contrastée. Et je vous dirais même que des bibliothèques de ville moyenne peuvent parfois ne pas dépasser les 20 heures d'ouverture par semaine. Alors, imaginez la question du dimanche. Donc, je me suis retrouvée à écrire un rapport qui était en fait explosif au départ. Donc il a fallu vraiment à la fois auditionner, et c'est aussi ma méthode de travail, je me dirais pour la loi, mais essayer de trouver des formes d'équilibre, en tout cas d'essayer d'ouvrir la réflexion sur cette question des volumes horaires des bibliothèques et des adaptations. Alors il s'avère qu'en plus mon rapport a eu des conséquences intéressantes au niveau législatif, je vous en parlerai, mais donc il n'est pas resté sur un placard, parce que vous savez, il y a beaucoup de rapports parlementaires qui restent sur les placards, et puis après on n'en parle plus. Le mien, non. Non seulement j'ai eu de l'argent supplémentaire, mais il y a eu des dispositions réglementaires et législatives qui ont été extrêmement intéressantes. Alors c'est vrai que dans mon rapport, forcément, puisque j'abordais la question des bibliothèques, je posais la question aux professionnels de la lecture publique, aux bibliothécaires. Pensez-vous qu'il faut une loi sur les bibliothèques? Je peux vous dire que la réponse n'était pas très évidente. Donc c'était très controversé. Après, la question était aussi de définir la bibliothèque du XXIe siècle. Et c'est vrai que c'est la dernière partie de mon rapport, puisque cette bibliothèque du XXIe siècle, et c'est aussi la thématique qui vous anime pendant ce congrès, c'est la question des services, du rôle, des missions que doit remplir cet équipement culturel, qui, je le rappelle, en France, je pense que c'est comme ça au Québec, mais en France, c'est le premier équipement culturel. C'est 16 000 points lecture avec les bibliothèques, c'est énorme. Il n'y a pas un village, une commune, une ville moyenne, grande ville, métropole qui n'a pas sa bibliothèque. Bien sûr, il y en a encore qui n'en ont pas. Mais je peux vous dire que les maires sont très attachés à la bibliothèque. Il y a des bibliothèques partout, ce sont de véritables lieux de vie. Et donc, c'était aussi intéressant parce que je sentais en auditionnant les élus qu'il y avait un attachement très fort à cet équipement culturel. Et je me disais que c'était vraiment une piste qui commençait à m'intéresser. Et cette question des bibliothèques, vraiment, en tout cas, a été pour moi, et après, avec la loi, extrêmement intéressante dans toutes ces réflexions. Alors, malgré les réticences contre l'idée même de loi, moi, je continue mon travail. Alors, je vous l'ai dit, quand j'ai parlé de loi, le consensus n'était pas immédiat. Les bibliothécaires n'étaient pas opposés à l'idée d'une loi à l'époque. Mais elles étaient plutôt, alors je dis elles parce que c'est plutôt féminin, plutôt inquiètes du contenu de la loi.
Elles craignaient qu'elles soient mal calibrées, qu'elles restreignent leur liberté d'action, qu'elles soient finalement un peu exigeantes, qu'elles leur compliquent la vie, tout simplement. Et donc, ça a commencé à faire du chemin dans ma tête, parce que je me suis dit, si tu fais une loi, il va falloir trouver le bon équilibre, le bon curseur, pour qu'à la fois, ce soit une loi qui protège et qui sécurise, mais surtout pas qui forcément contraigne, ou en tout cas qui enlève une liberté d'action. Alors, avec le recul, ces appréhensions démontraient finalement que les bibliothécaires avaient à affronter des difficultés. Mais il fallait s'assurer que la loi soit la solution idoine et qu'elle n'ait pas l'effet inverse à celui recherché. Et donc, il était impensable de chercher à faire passer une loi, ça a été mon premier principe, contre l'opinion générale des bibliothécaires. Soit nous agissions ensemble, pour paraphraser le thème, soit nous ne faisons rien, soit je ne faisais rien. Finalement, les bibliothécaires, par leurs représentants, et moi-même, nous avons continué du coup à dialoguer pendant 4 ans. À la fin de mon rapport sur les adaptations des horaires d'ouverture, vous voyez, jusqu'à 2020, là où finalement j'ai écrit ma proposition de loi. Les dialogues n'ont pas cessé, parce que je voulais vraiment comprendre là où il y avait des réticences, là où on pouvait améliorer forcément aussi la représentation que les élus, notamment, mais pas seulement avec leur bibliothèque. Donc c'est un travail de longue haleine, vous voyez, c'est pas une loi qui est arrivée comme ça tout d'un coup, c'est un travail qui a commencé déjà depuis un certain nombre d'années. Alors les échanges ne portaient pas obligatoirement à cette époque-là sur l'opportunité d'une loi, mais sur la publication des décrets, puisque donc, suite à mon rapport, il y a eu un certain nombre de décrets, sur la mise en place d'un nouveau dispositif pour étendre et adapter les horaires d'ouverture des médiathèques. Pendant 6 ans, il y a une prise en charge par l'État, d'une part des frais de fonctionnement, qui permettent donc d'accroître le volume horaire. En fait, ce sont tout simplement à partir d'un projet des subventions de fonctionnement qui aident les élus à pouvoir engager du personnel pour ouvrir plus. Ça, c'est un peu... Et puis l'obtention d'un budget plus important. Et là, c'est une bataille, je crois que vous le disiez, madame, que j'ai gagnée en 2017 suite à un amendement que j'ai fait à la loi de finances et qui m'a en tout cas permis d'avoir 8 millions supplémentaires dans ce qu'on appelle la dotation générale de décentralisation, cette fameuse DGD. Et puis il y avait une petite chose aussi, une petite chose en fait j'y tiens encore et je vais continuer à me battre pour, qui était, je voulais la création d'une nuit de la lecture. Parce que chez nous on a une nuit des musées, on a une fête de la musique, mais il n'y a pas de nuit de la lecture. Et il a commencé à avoir un certain nombre d'interventions, en tout cas autour des nuits de la lecture, et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que les villes, en tout cas les bibliothécaires et les bibliothèques qui ont organisé ces nuits de la lecture, en fait j'en ai eu aussi à Rennes, c'était très intéressant parce que c'est parfois des événements, vous savez, qui permettent de briser des barrières qui sont mentales, sociales, forme d'autocensure de gens qui ne veulent pas aller régulièrement dans les bibliothèques. Puis là, comme c'est un événement, comme la nuit des musées, on va à la bibliothèque. Et ça c'était vraiment intéressant. En tout cas, je continuais à travailler. Alors, c'est vrai que la question du meilleur service, c'est un service d'abord qui bénéficie à plus de monde. Et c'est vrai que c'est la pierre angulaire de l'édifice. Ce postulat se révèle, je dirais, faussement évident parce que les implications politiques et fonctionnelles pour les bibliothèques sont très fortes, et je vais y revenir. Alors là, vous voyez, j'arrive à un moment où il faut prendre une décision du dépôt d'un texte, parce que nous sommes à la fin de la législature d'Emmanuel Macron, que je pose la question à la ministre de la Culture à l'époque, Roselyne Bachelot. Je lui dis, Madame la ministre, je pense qu'il faut une loi sur les bibliothèques, et elle me dit, chère Sylvie, il n'y a pas de temps, c'est un peu compliqué, et du coup je lui dis, je vais déposer une proposition de loi. Et quand je parle d'alignement des planètes, c'est que le président de la République donc, a fait des bibliothèques et de la lecture publique un axe prioritaire aussi de sa politique culturelle, une grande cause de la lecture. Donc c'était intéressant pour moi, vous voyez, de déposer ce texte à ce moment-là. Et puis il y a eu aussi un événement assez singulier et qui a accéléré le processus. Une commune a décidé de faire payer l'entrée dans la bibliothèque. Je ne vous dirai pas laquelle, je ne vous dirai pas où elle se situe, pas en Bretagne. Mais ça m'a vraiment, je peux vous dire, ça m'a non seulement beaucoup peiné et attristé, parce que faire
payer l'entrée dans un bâtiment, même pas au service, l'entrée dans un bâtiment, c'était quand même quelque chose qui me rappelait les années 90, lorsque certaines municipalités étaient passées au Front National, que la première chose qu'avaient faite les maires était d'aller voir les bibliothécaires pour demander la liste des périodiques et avaient rayé un certain nombre de périodiques considérant qu'ils n'avaient pas lieu d'être dans les bibliothèques. Ça, c'était quelque chose vraiment qui non seulement qui me révoltait, mais qui me peinait beaucoup. Et le fait que ce maire, forcément, fasse payer, ça a accéléré les choses. Alors, ça a créé un précédent. Je dirais même que ça a créé une onde de choc parmi les bibliothécaires, parce que ça a attisé le sentiment que finalement, il y avait des risques, que ces risques, certes, étaient diffus, mais que ces risques planaient sur les activités des bibliothèques. Et si ce sentiment préexistait, on se dit on n'est jamais à l'abri, c'est vrai que le fait qu'il y ait une ingérence du politique dans les politiques documentaires ou qu'il y ait je dirais, des décisions ainsi de faire payer l'entrée dans les bibliothèques, c'était quelque chose que je ne pouvais pas accepter. Et donc, la loi qui était finalement, au départ, un peu potentiellement perçue comme une menace, devient finalement comme un moyen de protéger les bibliothèques, les bibliothécaires et les services prodigués aux populations. Et je dois avouer que ça a aussi été un élément important, à la fois dans le fait que je veuille très vite, avant la fin de la législature d'Emmanuel Macron, déposer mon texte, mais parce que je me disais qu'il fallait absolument protéger les bibliothèques et les bibliothécaires. Vous savez, en France, il y a une loi sur les archives, il y a une loi sur les musées, il n'y a jamais eu de loi sur les bibliothèques. Le Code du patrimoine, que vous connaissez peut-être, il a je ne sais plus combien d'articles pour les archives, il a je ne sais plus combien d'articles pour les musées, il en avait 5 pour les bibliothèques. C'était rien, c'était rien. Donc, ça s'accélère. Et c'est vrai que, je leur disais, quelle garantie, si ce n'est l'appréciation d'un juge administratif, peuvent empêcher un maire de rendre payant l'accès à la médiathèque située sur sa commune? Quelles garanties peuvent empêcher un maire d'exclure du jour au lendemain une partie des fréquentants de sa bibliothèque via l'établissement d'un obstacle tarifaire? Ben, la réponse est aucune. Et en 2019, 2018, 2019, rien, strictement rien, ni dans la loi, ni dans le domaine réglementaire, ne protégeait l'accès aux bibliothèques. Alors cette prise de conscience, conjuguée à un ministère de la Culture qui, vraiment, je le dis, a été extrêmement volontariste et avec qui le dialogue a été toujours extrêmement riche et nourri, a relancé donc ce projet d'élaborer ma loi cadre pour les bibliothèques. Vous avez compris, je voulais, dans cette première partie, vous dessiner le fait qu'elle n'est pas arrivée comme ça, mais qu'un certain nombre de facteurs à la fois m'ont poussé à la déposer, mais étaient propices au fait qu'à un moment, il y avait vraiment une grande prise de conscience des professionnels qu'il fallait une loi pour les protéger. Alors, la méthodologie a été assez simple. Moi, je travaille beaucoup collectivement, donc le Agir ensemble, qui est votre thème, a été vraiment, en tout cas, le fil rouge de mon travail. Le service du livre et de la lecture du ministère de la Culture a été extrêmement actif, m'a beaucoup aidé, et c'est vrai que leur engagement, leur volonté, ils étaient ravis, vous imaginez, ils n'avaient jamais eu de texte, donc ils étaient ravis de pouvoir travailler sur un texte de loi, et donc ça a été vraiment un travail très coopératif et je dirais extrêmement intéressant. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le détail des dispositions de ma proposition de loi, mais j'imagine que vous la connaissez, je voudrais simplement vous dire deux choses, même si vous ne le savez pas, mais c'est important. En fait, un gouvernement dépose des projets de loi et un parlementaire dépose des propositions de loi. Mais quand on dépose une proposition de loi, je ne sais pas si vous savez, mais le temps d'examen d'une proposition de loi est proportionnel au poids de votre groupe politique. Et en l'espèce, mon groupe dispose de 4 heures au Sénat, environ tous les 2-3 mois, pour faire voter les propositions de loi qu'il retient. Ça s'appelle des niches, et donc j'ai réussi à convaincre mon président de groupe, mes collègues, qu'il fallait que j'ai une niche. Voilà, c'est des niches. Mais surtout, 4 heures.
Et on en passe 2. Et donc j'avais combien? 2 heures. Donc ça aussi, je peux vous dire que ça a été un autre facteur vraiment pour moi à la fois de pression, de tension, mais je savais que j'avais 2 heures pour tout construire. Parce que forcément, il était important de pouvoir trouver, comme je vous le disais, ce bon curseur, mais de ne pas faire un texte énorme, parce qu'en 2 heures, ça ne passerait pas. Alors il a fallu que je périmètre la PPL, proposition de loi. Donc ma proposition de loi concerne seulement les bibliothèques publiques territoriales. Elle ne concerne pas ni les bibliothèques nationales, ni les bibliothèques universitaires. En France, c'est extrêmement différent. Alors maintenant, les bibliothèques universitaires aimeraient bien avoir leur loi. C'est un peu... Donc, on a périmétré ma proposition de loi. Les mesures devaient être consensuelles, parce que imaginez que 2 heures, il fallait que je fasse un travail en amont extrêmement important pour pouvoir, du coup, à la fois avec les professionnels, que j'ai beaucoup auditionnés, mais aussi avec mes collègues, pour finalement passer ce texte, trouver le bon curseur en 2 heures et faire en sorte qu'elle soit montée. Donc ça a été un travail d'écoute, de concertation assez long. Finalement, je dis toujours que c'est un travail de dentelle. Alors, pour parvenir au juste équilibre. Alors, je sais que Jean Grenier, que j'aime bien, disait « Il est aussi noble de tendre à l'équilibre qu'à la perfection ». Moi, je dis « Mais c'est une perfection que de garder un équilibre ». Et ça a été en tout cas mon cas, garder l'équilibre. Et donc, il a fallu il y a 2 grandes lignes de force dans mon texte, à la fois définir les bibliothèques et leurs principes fondamentaux et ériger leurs principes constitutionnels, parce que dans la loi, il n'y avait même pas les missions des bibliothécaires et des bibliothèques. Et puis faciliter le développement de la lecture publique dans les territoires et la mise en réseau des équipements pour améliorer les services aux populations et notamment les bibliothèques départementales de prêt, là aussi qui n'étaient absolument pas consacrées dans la loi, qui n'avait aucune base légale. Alors je vais aller assez vite sur le corps de la PPL, mais je voudrais vous dire que d'abord, dans son article 1er, on définit les missions des bibliothèques territoriales. Donc je ne vais pas les égrener, vous les avez, vous les lirez. Peut-être vous dire quand même le rôle culturel, éducatif, scientifique et ludique est énoncé. J'y tenais beaucoup, le rôle ludique des bibliothèques. Mais c'est vrai qu'on a positionné vraiment la bibliothèque comme une institution à la fois démocratique et aussi émancipatrice. Un carrefour citoyen, formule empruntée d'ailleurs à vos lignes directrices que j'ai lues dans vos documents. Ça, c'est vraiment important. Et donc, à travers ces missions, c'était une vision contemporaine, ambitieuse de ce qu'est une bibliothèque aujourd'hui. Je voulais dire que le livre demeure absolument essentiel, mais n'est plus unique. Et c'est vrai que la question des autres services se posait. La PPL a aussi démontré les vertus du bicamérisme. Le bicamérisme, c'est le fait, vous savez, qu'il y a 2 chambres en France, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui a une navette, et que lorsque finalement j'ai déposé mon texte au Sénat, qui a été voté à l'unanimité, elle est partie à l'Assemblée nationale. Et les députés, et c'est tout à fait normal, ont souhaité l'améliorer, la faire évoluer, et ils ont rajouté un certain nombre d'éléments extrêmement intéressants, notamment la question du numérique et de la lutte contre l'électronisme et l'illettrisme, l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Et puis, et j'aurais dû le savoir, mais je voulais tellement pas la charger parce que je savais que j'avais tellement peu de temps que je l'avais pas trop... mais ils l'ont fait et on a réussi à la passer, la question du patrimoine linguistique et la question des langues régionales. Longtemps en bretonne, je peux vous dire que j'y étais très sensible. Et donc, et en dernier lieu, la question de la médiation, de la participation, de la diversification des publics et l'exercice de ce que je vais appeler leurs droits culturels. Je pense que c'est une notion que vous connaissez, mais c'est vrai que c'est une notion qui est apparue en France il y a finalement assez peu d'années. C'est une notion que j'ai, moi, intégrée dans la loi architecture, création et patrimoine en 2015. Et c'était très intéressant et en tout cas important que cette notion-là figure dans ma loi.
Donc la participation des personnes, en fait c'est ça les droits culturels, le fait que les personnes puissent exercer leurs droits culturels et donc la participation des habitants finalement à un projet. Mais j'ai vu que chez vous, en tout cas les bibliothèques que j'ai visitées, moi m'ont vraiment inspiré parce que je trouve que vous êtes allés très très loin et ça m'intéresse et ça m'inspire énormément. Et donc cette question des droits culturels, c'est vrai que c'était passé d'une logique un peu descendante à une logique ascendante, et ça c'était extrêmement intéressant par rapport au service. Donc il y a la question de l'adaptation du service, je ne vais pas y revenir, la question de la différenciation territoriale, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vais avancer, la participation culturelle et citoyenne au service public. Donc tout ça a été extrêmement important et donc a été intégré dans le texte. Ensuite, il y avait 3 principes cardinaux qui me tenaient vraiment à cœur et que j'ai aussi défendu, et le texte est passé à l'unanimité des 2 chambres. Il y a eu du débat, mais je crois que c'était vraiment important symboliquement et politiquement. La question de la liberté d'accès, j'y reviens, mais vous voyez, c'était pas évident. Hein. Qui aurait pu imaginer qu'on puisse faire payer 2-3 euros l'accès dans une bibliothèque? Moi, j'ai halluciné complètement. Maintenant, c'est plus possible. C'est plus possible. La liberté d'accès, la gratuité d'accès, donc forcément, liberté, gratuité. Je vous en parlerai parce que ça, du coup, ça a d'autres conséquences. Et puis, l'accessibilité, l'actualisation et le pluralisme des courants d'idées et d'opinions. Ça aussi, c'était pour moi extrêmement important de consacrer le pluralisme des collections dans la loi. Confère ce qui s'était passé il y a plusieurs années dans les politiques documentaires. Alors ce corpus juridique doit sanctuariser l'accès aux bibliothèques et la qualité des services offerts aux usagers, et ça c'était extrêmement important. Mes articles 7 et 8, je vais aller vite, hein, mais là aussi j'aurais pu aller plus loin, je vous le dis, je pense que je continuerai. C'est la question du dialogue entre les bibliothécaires et leurs élus sur les orientations de la politique documentaire. On a eu des débats. Et c'était important de pouvoir se dire qu'on peut présenter une politique documentaire dans l'Assemblée délibérante. Parce que l'élu comprend comment le professionnel ou la professionnelle aussi construit sa politique documentaire. Et ça, il y a des questions de principe, il y a des questions, ce sont des questions professionnelles. Pour moi, c'était vraiment important de les reconnaître. Et donc, le fait de structurer la politique documentaire a été extrêmement aussi important dans ce texte. Alors, c'est vrai que cette question de politique documentaire, je vais faire une petite incise, mais j'ai été assez épatée par la structuration de notre réflexion stratégique que j'ai eue. Planification, plan stratégique renouvelé, 3-5 ans, qui se déploie dans un cadre, je reprends parce que je l'ai lu, c'est des outils méthodologiques vraiment intéressants, et je pense que la France aurait intérêt à s'inspirer de ces questions, de ces outils méthodologiques. Je trouve ça extrêmement intéressant. Alors l'article 8, a une portée lui assez généraliste, mais il parle des agents qui travaillent dans les bibliothèques et qui donc forcément présentent les qualifications professionnelles. Ça aussi pour moi c'était très important de reconnaître la qualification professionnelle des agents. Je vous dis, j'aurais pu aller plus loin parce qu'il y a plusieurs statuts dans les bibliothèques, mais là aussi c'est un peu compliqué, c'est une question un peu sensible, et donc je pense qu'on continuera à y travailler, mais l'article a le mérite de graver dans le marbre vraiment la qualification, l'obligation de qualification des agents. Et puis la seconde partie, je ne m'y étendrai pas, c'est tout le développement de la lecture publique dans les territoires, avec les bibliothèques départementales de près qui jouent un rôle très très important, les mises en réseau dans les bassins de vie, la coopération entre les établissements et les communes, ça c'était vraiment, ça a été vraiment important, et l'article 10 qui définit les missions des bibliothèques départementales. Alors, et puis le schéma départemental, de coopération intercommunale, etc. Et enfin, l'article 9, j'y tenais beaucoup, parce que là aussi, hein, ça a été, alors c'est le gouvernement, la ministre Bachelot à l'époque qui m'a aidée, on a réussi à interdire aux départements de fermer leurs bibliothèques départementales. Là aussi, des présidents de conseils départementaux, j'en connais un, peut-être vous aussi, de toute façon elle n'existe plus, c'est dans les Yvelines, a fermé sa bibliothèque départementale. Et c'est terrible pour les petites communes, c'est terrible pour vraiment tout ce qui a été mis en œuvre par ces BTP. Et donc l'article 9 de ma loi interdit formellement maintenant
au département de fermer leur bibliothèque départementale. Donc vous voyez, il y a quand même des aspects très normatifs. Et ça, c'était tout l'équilibre que j'ai souhaité entre à la fois la question forcément des missions d'une bibliothèque du XXIe siècle, mais aussi une base très normative qui forcément à un moment va interdire, voire va réguler un certain nombre de choses. Alors ensuite, une fois qu'elle a été prête, j'ai entamé une consultation, vous imaginez, les associations d'élus, les cabinets, le Premier ministre, l'Élysée, et puis finalement, ensuite, elle a été adoptée assez facilement à l'unanimité des deux chambres, et c'est pour moi une fierté, et je trouve que au-delà de cette fierté, je voudrais vous dire, parce que la question de la culture en France est toujours un combat, vraiment, on est très peu à défendre la culture. Oui, j'ai 2 minutes, je sais. Moi, j'essaie parce que 30 minutes, pour retenir votre attention, j'essaie quand même, vous voyez, je ne voulais pas lire. C'est très important que je puisse, promis, Madame Brelet, qui est formidable. D'ailleurs, vous ne l'avez pas applaudi, moi je trouve que vous devriez l'applaudir, parce que c'est elle qui organise. Quand j'ai 3 minutes, non, j'ai fini. Non, mais vraiment, je voulais vous dire que c'était important pour moi de montrer que les bibliothèques rassemblaient, au-delà des familles politiques. Et l'unanimité des deux chambres a été pour moi extrêmement important et un succès. Ça, pour les bibliothèques, c'était vraiment important. Alors, je vais lire après, parce que sans ça... donc les retombées, je ne les connais pas. C'est un peu trop tôt. Ce que je vois, c'est que, en tout cas, la loi, elle infuse vraiment dans les territoires. Elle se diffuse, les élus m'en parlent, je suis vraiment très souvent invitée à parler de la loi, donc on sent qu'il y a une prise de conscience, ça c'est très important. La loi est décryptée, c'est incroyable, il y a un guide qui a été fait à l'usage des élus, Dominique Lahari, il est incroyable d'ailleurs parce qu'il fait des décryptages avec des juristes et tout, formidable, parce que parfois on trouve des choses intéressantes. Donc elle est décryptée. Elle est, au sens, elle est interprétée, et puis parce qu'il y a eu des mauvaises interprétations, donc il faut la décrypter, et puis faire en sorte que les juristes s'emparent aussi pour bien travailler sur les différents articles. Et puis surtout, et je voudrais le dire, parce que j'ai 3 minutes, la loi a fait enfin des bibliothèques un sujet politique à part entière. Et ça, j'avais vraiment, c'était pour moi aussi... Vraiment, je dirais une fierté, c'est qu'on parle des bibliothèques, on parle des bibliothécaires, c'est vraiment, on a pris conscience de l'importance de ces équipements dans les territoires, elles ont acquis une vraie visibilité. Donc après, elle va continuer à vivre, elle rebondit, parce que derrière, il y aura la question de l'information, il y aura la question de la gratuité du droit de prêt, imaginez qu'il y a plein de petits tiroirs qui s'ouvrent encore et qu'il va falloir que je règle. Alors je vais lire ma conclusion, Madame Brelet. Comme ça, j'aurais fait mes 3 minutes. Mais j'avais vraiment à cœur, en tout cas, de vous parler du processus de l'écriture d'une loi, parce que ça ne se fait pas comme ça en 2 minutes, c'est tout un cheminement. Alors j'espère agir ensemble vers de meilleurs services. En conclusion, chers amis, j'espère tant dans la méthode de construction de ma loi que dans le contenu, cette loi, en tout cas ma loi, y aura aussi contribué. Car à y songer, les bibliothèques amalgament un nombre d'atouts absolument incroyables. Elles n'ont pas le cadre parfois autoritaire de l'école, et pourtant y apprendre est aisé. Elles ne déploient pas de visuels flamboyants, et pourtant l'invitation au voyage et à l'imaginaire y sont partout. Elles ne sont pas des réseaux sociaux, et pourtant les échanges y sont démultipliés, mais ils ne se résument pas à 120 caractères. Elles ne sont pas des arènes de jeu, et pourtant s'y amuser est assuré. Elles ne sont pas des cafés, et pourtant boire un petit jus en feuilletant la presse est ordinaire. Elles ne demandent rien à personne, si bien qu'on peut y flâner comme on veut, à condition évidemment d'agir ensemble pour améliorer constamment son accès et ses services, à tel point, je dirais, que finalement, chacune et chacun finissent par se l'approprier, à faire sienne sa bibliothèque, à se dire peut-être « je suis ma bibliothèque ». Je vous remercie. Je vous demanderais peut-être les principales conditions de réussite
pour la réalisation de cette loi? Réussite dans sa fabrication ou maintenant dans son application? Non, dans sa réalisation. Ben, j'ai essayé en tout cas de vous dire que j'avais sans cesse à l'esprit d'essayer de trouver le bon curseur entre le fait de mettre une base légale et de sanctuariser dans la loi un certain nombre de dispositions importantes pour protéger les bibliothèques et en même temps de donner la liberté, de garder cette liberté pour qu'elles puissent en tout cas continuer à développer les services et ça a été en tout cas je trouve mon obsession permanente, c'est-à-dire trouver le bon curseur parce que j'avais besoin des professionnels. Vous savez, je considère que lorsque on dépose une proposition de loi, mais je dirais que c'est la même chose pour un projet de loi, on ne le fait pas contre les acteurs. Et quand on les a avec, c'est extrêmement important. Non seulement c'est porteur, on se sent vraiment, je dirais, porté, et puis surtout on se dit qu'on tape juste. Parce qu'il y a des dispositions législatives qui peuvent taper complètement à côté. Et là, on se dit, c'est vraiment, ça peut être plutôt, ça peut avoir un effet contre-productif. Donc, ça a été vraiment ça. Et puis, de le périmétrer, de ne pas en faire trop. Vous voyez, elle n'a pas énormément d'articles. Mais je me dis que c'est une base. C'est une base qui va me permettre de continuer à travailler. Là, j'ai fait un rapport sur la lecture publique dans les Outre-mer, dans les territoires ultramarins. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de travail. Et là, je pense qu'il va falloir là aussi passer des dispositions législatives. Voilà, je me dis que c'est une base et que cette base-là, elle était importante en tout cas, qu'elle soit, je dirais, approuvée à la fois par les deux chambres, mais que les professionnels aussi se l'approprient. Et j'ai l'impression, les professionnels et les élus, parce que c'est aussi ça, hein, c'était aussi une question politique, c'est-à-dire qu'il y a eu des nouvelles équipes municipales qui sont arrivées il y a peu de temps. C'est important qu'ils puissent considérer leur bibliothèque vraiment de cette façon-là, donc c'était important. D'accord, vous avez mentionné quelques acteurs clés, donc les professionnels évidemment, les élus. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs clés dans votre démarche qui ont fait une différence? Oui, alors j'ai auditionné les associations, en fait, et puis ce qui s'est passé, c'est que, là je ne l'ai pas dit, c'est qu'au même moment, une autre de mes collègues a fait passer une proposition de loi sur la chaîne du livre, singulièrement les librairies et le portage des livres, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Amazon faisait payer des tarifs tellement peu chers que les librairies indépendantes, pour la pandémie, il y avait une forme de distorsion de concurrence qui a été terrible parce que ça mettait les librairies indépendantes vraiment dans une situation difficile. Et avec ma collègue, on a voulu faire passer nos deux textes pour une raison assez intéressante, c'est qu'on voulait dire que la chaîne du livre, c'est-à-dire qu'à la fois la question du secteur public, comme moi je l'ai défendu, des bibliothèques publiques, mais aussi la question des librairies, la question forcément derrière des maisons d'édition et tout, l'ensemble de cette chaîne du livre doit absolument être, je dirais, regardé de façon globale et transversale, et que tout le monde se tient, tout le monde est solidaire. Et il ne faut pas faire comme ça, découper, vous voyez. Et ça a été, du coup, oui, il y a eu des éditeurs, j'ai forcément auditionné aussi des libraires. À une époque, moi, j'ai abaissé le seuil pour pouvoir faire en sorte que les bibliothèques achètent leurs ouvrages dans les librairies indépendantes. Vous savez, il y a des seuils de marché public, donc on a fait ça. Donc tout se tient. Et il y a une solidarité de la chaîne du livre qui me semble extrêmement intéressante, et non seulement intéressante, elle est importante, et les bibliothèques sont un des acteurs très importants de cette chaîne du livre, avec les éditeurs, avec les auteurs, avec les librairies, etc. Donc ça a été, au-delà de ça, ces acteurs-là ont salué aussi la loi comme étant finalement partie prenante de l'ensemble de cette chaîne du livre. Je vous remercie. J'aurais peut-être une dernière question si quelqu'un... Ah oui, il y a quelqu'un qui en a une. Bonjour.
Vous avez distingué dans votre loi les bibliothèques publiques, les bibliothèques universitaires, les bibliothèques nationales, départementales. Comment se placent les bibliothèques scolaires? Ben, elles ne se placent pas là, en fait. Les bibliothèques scolaires, elles dépendent d'un autre code, c'est le code de l'éducation. En fait, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, c'est vrai que j'ai périmétré le texte sur les bibliothèques publiques territoriales, donc communales, intercommunales, départementales, et puis régionales, c'est un petit peu différent, mais en mettant, non pas de côté, mais en ne pouvant pas travailler sur la question des bibliothèques universitaires, mais vous avez raison, les bibliothèques scolaires, je dirais même les bibliothèques de prison. Je disais que j'avais été aussi alertée par les bibliothèques de prison, parce qu'il y a beaucoup de bibliothèques dans les prisons et il faut les sécuriser. Et depuis un certain nombre d'années, je me suis aperçue qu'il y avait un article qui avait été supprimé, qui permettait de sécuriser et de protéger les bibliothèques dans les prisons. Ça, je ne le savais pas. Mais ça dépend, vous voyez, d'un autre code, c'est le code pénal, maintenant le code pénitentiaire. Tout ça est assez... c'est très différent. Donc, moi, j'étais vraiment très délimitée par le périmètre qui était, mais qui représente quand même la majorité des bibliothèques dans notre pays. Mais les bibliothèques que vous citez sont complètement à part. C'est celles qui sont dans les écoles, c'est ça? Ah oui, c'est complètement à part. Ce qu'on appelait les BCD, c'est ça? Ouais, BCD, je ne sais plus. Ben non, ça ne concerne pas du tout ces bibliothèques-là. Toute dernière question, quand vous avez travaillé, réfléchi sur le contenu de la loi, est-ce qu'il y a des lois sur les bibliothèques en Europe ou ailleurs dans le monde qui vous ont inspiré ou qui vous ont servi peut-être de repères ou de modèles? Ben non. OK. Merci. En fait, non. J'aurais pu, j'avoue, mais vous savez, ça a été une course du temps, parce que il fallait que... Donc, j'ai pas eu le temps, j'avoue. J'aurais pu le faire avant, mais au moment où j'ai décidé de déposer mon texte, je sais que j'avais 1 an. Et il fallait qu'elle passe au Sénat, il faut qu'elle passe à l'Assemblée, qu'elle revienne. Vous savez, les navettes, les fameuses navettes. Donc, j'avais pas beaucoup de temps. Donc, je vous avoue que ça a été extrêmement chronométré. Voilà, ça a été une tension très très forte parce que je voulais qu'avant la fin du dernier quinquennat d'Emmanuel Macron, cette loi soit votée, qu'elle puisse être promulguée et que voilà, on puisse... Donc, c'est une loi complètement organique qui colle au contexte. Oui, et je pense qu'elle s'inspire aussi vraiment de la réalité aussi des bibliothèques en France et de ce qui m'a été voilà, remonté. Mais je vous avoue que ce que j'ai observé chez vous, là, c'est très intéressant parce que, si vous me permettez, je le disais tout à l'heure, je ne sais plus, je crois que c'est à vous, madame, quand vous dites que la bibliothèque est un lieu de vie, est-ce que vous le considérez comme un lieu de vie? Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'en France, on n'est pas encore à cet endroit-là. On a envie d'en faire un lieu de vie. On sent que les professionnels veulent en faire des lieux de vie. Et parfois, ça l'est d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment des projets avec une créativité, une imagination absolument incroyable en termes de population, soit les jeunes, les vieux. Il y a des projets absolument incroyables. Mais globalement, je considère que c'est encore pas un lieu de vie au sens où on peut s'affranchir de plusieurs barrières. On peut se dire que oui, dans une bibliothèque, comme je l'ai vu à Solbello, quand on est allé ensemble, on peut emprunter des raquettes, ou on peut emprunter... Voilà, je suis si... Et ça, je trouve ça super. Parce que c'est faire aussi, c'est prendre les chemins de traverse pour attirer aussi des habitants à d'autres endroits, les garder, faire en sorte que ça devienne aussi leur lieu de vie. Et ça, il y a encore du travail. Il y a plein d'atouts et je trouve que moi, ce qui m'intéresse dans le travail que j'ai fourni et que je veux continuer, c'est que je trouve que les bibliothèques sont l'équipement culturel, en tout cas en France, qui s'est le plus adapté aux évolutions de la société. Je trouve qu'à la différence des théâtres ou d'autres, je trouve que cette porosité par rapport à l'évolution de la société, au mode de vie, aux réflexions, à la façon de considérer le lien à la culture, le rapport à l'autre, etc. Les bibliothèques sont devenues des lieux, moi j'appelle ça des lieux caméléons absolument incroyables. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant.
Maintenant, il faut aller plus loin. Et puis, je voudrais terminer par vous dire que, parce que comme j'ai été contrainte par Madame Brûlé, j'ai un peu... que j'ai parlé de gratuité. Quand j'ai parlé de gratuité, de liberté d'accès, eh bien, en fait, il y a des élus qui commencent à se dire, finalement, pourquoi on ne rendrait pas non plus la gratuité pour les services? Chez vous, ça existe, mais pas chez nous. Et je vois, et ça c'est très intéressant, et ce mouvement-là est lié à la loi, et ça me fait vraiment plaisir. C'est-à-dire que oui, la gratuité d'accès, la liberté d'accès peut aussi engendrer la liberté, en tout cas la gratuité des services qui sont dispensés à la bibliothèque. Et on voit de plus en plus de municipalités aujourd'hui rendre gratuits les services. Ça, c'est intéressant. Et donc, vous voyez, c'est une loi, de toute façon, elle va vivre, au sens, elle va avoir des conséquences peut-être parfois insoupçonnées. Mais en tout cas, ce que je distingue déjà, avec peu de recul, mais c'est des inflexions vraiment extrêmement intéressantes. Et surtout une prise de conscience des élus de l'importance, en tout cas, de ces équipements pour leur population. Et ça c'est vraiment très précieux. Merci beaucoup. Quel est le pourcentage des bibliothèques qui sont assujetties à votre loi en France? Ah, je ne sais pas. En pourcentage, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. En tout cas, c'est la quasi-totalité des lieux de lecture publique. Je vous dis aujourd'hui, avec les bibliothèques et les points lecture, etc., c'est 16 000 en France. 16 000 points lecture. Donc c'est la quasi-majorité des équipements lecture publique. Merci.